Messieurs, dames, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue dans ce guide d'achat. Guide d'achat, vous l'avez vu, en miniature sur les pires voitures électriques d'occasion. Alors dans cette vidéo, on ne va pas parler des voitures électriques récentes, parce qu'elles sont chères. On va vous parler des voitures électriques qui sont pas chères. Mais attention, comme ce sont des voitures électriques pas chères, ce sont des vieilles voitures électriques et ce sont donc les pires voitures électriques à ne pas acheter. Vous pourriez avoir envie d'acheter ce genre de voiture parce qu'elles sont justement pas chères, d'accord? Moins chères qu'une Zoé, évidemment moins chères forcément qu'une Tesla par exemple, mais il y a un piège forcément quand c'est pas cher, il y a toujours un problème, d'accord? Et c'est dans cette vidéo qu'on va en parler. Vous mettez un petit pouce bleu, un petit commentaire, n'hésitez pas à nous dire, vous, quelle voiture vous seriez prêt à acheter en électrique, d'accord? Celle qu'il y a dans le guide d'achat ou d'autres, bien entendu. Et pour ceux même qui en ont déjà une, n'hésitez pas à nous dire l'autonomie, ce que vous en pensez, et est-ce que du coup vous êtes content d'être passé à l'électrique? Et est-ce que vous passez votre vie à la station de recharge? Surtout après les vacances qui se sont passées d'été, où c'est peut-être la première fois que vous êtes parti avec votre voiture électrique et que vous avez fait 500, 600, 800 bornes et que vous avez dû vous brancher sur les stations électriques sur les autoroutes, qui sont très souvent en panne. Donc n'hésitez pas à nous donner votre avis, je veux le connaître. Tout le monde veut le connaître. À l'heure où le thermique est poussé par la sortie, par nos dirigeants, par les politiques, de plus en plus de personnes se tournent vers l'électrique. Depuis quelques années maintenant, on en voit de plus en plus sur le marché de l'occasion. Et comme d'habitude, il faut savoir faire le tri entre le bon et le très mauvais, Bastien. Vous le savez? Oui. Bon, c'est bien. Donc on va parler aujourd'hui des pires voitures électriques que vous trouverez sur le marché de l'occasion et surtout des petits budgets. On fera évidemment une vidéo sur les meilleures voitures électriques, tant qu'à faire. Ça peut vous servir. Pour ceux qui n'y connaissent rien du tout, on va expliquer rapidement la différence entre les voitures thermiques et les voitures électriques. Ça peut paraître simple, mais certains d'entre vous utilisent une voiture sans savoir ce qu'il y a à l'intérieur du capot. Donc c'est important de rappeler les bases, d'accord? Ok. Dans une voiture thermique, vous avez évidemment un moteur qui crame du carburant. Essence, gasoil, éthanol, GPS, huile de friture, ce que vous voulez. Enfin, ce qui fonctionne surtout. Ce moteur entraîne une boîte de vitesse manuelle ou automatique qui elle-même entraîne les roues avant, arrière ou même 4 roues motrices. Les 4 roues en même temps. 4 roues motrices, bravo. Vous avez également une batterie 12 volts, d'accord, qui sert principalement à actionner le démarreur quand vous tournez la clé, mais aussi d'autres trucs comme les lampes, la radio, les sièges massants, etc., etc. Jusque-là, vous me suivez, ce sont des voitures tout à fait normales, standards. Dans une voiture électrique, c'est un petit peu différent. Vous avez un moteur électrique cette fois, qui est alimenté par une énorme batterie de 400 volts. Entre le moteur et les roues, aucune boîte de vitesse. Les moteurs électriques ont la particularité de délivrer 100% de leur couple à partir d'un tour minute. Ils disposent également d'un système de récupération d'énergie cinétique. Lorsque vous lâchez la pédale d'accélérateur, le moteur va convertir l'énergie cinétique de la voiture, donc le mouvement, d'accord, en énergie électrique. C'est pour ça que certaines voitures électriques proposent un mode one pedal, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pédale de frein. Faut s'y faire au début, je vous le dis. Le frein moteur est tellement puissant qu'il peut même remplacer les freins mécaniques traditionnels. Jusque-là, c'est bon? Vous avez compris, Bastien? Oui, juste thermique, électrique, ça vous va? On est parti? Tout va bien. Mais avant? Carre verticale. Exactement. Et aujourd'hui, je vous ai trouvé un petit Renault Captur Intense en TCE 90. C'est donc une vraie annonce, vous le savez, Ce ne sont pas des annonces inventées ou des annonces trouvées aux États-Unis ou je ne sais trop quoi. Ce sont des vraies annonces existantes. Alors évidemment, on vous cache tout pour ne pas se faire fâcher par le professionnel qui vend la voiture. Parce que c'est des choses qui arrivent. Alors, que ce soit son problème s'il ne fait pas de carre verticale, mais ce n'est pas le nôtre, n'est-ce pas? Oui. Enfin, ça devient un petit peu le nôtre. Oui. J'ai pas envie d'aller en prison. Pour quelqu'un qui a trafiqué son compteur. Ou qui ne le sait même pas d'ailleurs, des fois. Même les professionnels, surtout si vous êtes professionnel. Moi, le premier, je faisais des carres verticales à chaque fois avant d'acheter n'importe quelle voiture. Un quart vertical évidemment et un Istovec. Donc ceux qui ne le font pas, tant pis pour eux. C'est des escrocs. C'est pas forcément des escrocs, c'est juste qu'ils n'ont pas été vérifiés. Faut pas, faut pas manger la peau de l'ours avant de l'avoir tué. C'est pas du tout ça. Oui. Mais c'est pas grave. C'est quand même un peu des escrocs. Un petit peu. Non, est-ce que t'es un escroc si tu le sais pas? Si t'es un professionnel, t'es censé rechercher l'information, ça c'est vrai. Donc Renault Captur 2019, 45 000 km, il est beau, c'est un Captur. On aime ou pas les Capturs? Je n'aime pas les Capturs. Alors comment ça fonctionne? Vous mettez l'immatriculation numéro VIN, c'est la différence avec Istovec, vous n'avez pas besoin de la carte grise, et ça c'est très important. Le lien dans la description et le code promo LPDD, d'accord? Comme ça vous avez une petite remise. Donc Renault Captur, donc là on n'a rien, tout est dans le vert. Mais si tout est dans le vert, ça ne veut pas dire qu'il
qu'il n'y a rien, méfiez-vous. Donc on va aller regarder ce qui s'y passe. On a vu qu'il avait 45 000 km, n'est-ce pas? Et déjà, en arrivant ici, on peut se rendre compte que en 2023, le 06, il avait 72 000 km, d'accord? Et on voit bien que le suivi est de 38 000 en 2022, ça monte à 58, à 70, à 72. Donc il y a réellement un suivi. Donc là, forcément, il s'est passé quelque chose au niveau du compteur. Ce n'est pas forcément le pro qui vend la voiture qui a trafiqué le compteur, d'accord? Le pro qui vend la voiture, par contre, lui, doit vérifier toutes les informations de la voiture qu'il vend. Ça me paraît tout à fait logique. Et lui-même devrait faire un quart vertical. Donc, avant d'acheter une voiture, que vous soyez pro, d'ailleurs, si vous êtes professionnel, vous devez faire un quart vertical. C'est pas, attention, c'est pas moi qui ai fait la loi, c'est pas obligatoire, mais je pense que vous devez faire un quart vertical. Et si vous êtes particulier, quand vous achetez ou que vous revendez votre voiture, vous cliquez sur le lien dans la description pour voir l'historique de cette voiture. Bon, on commence ce guide d'achat avec une voiture magnifique, l'une des plus belles voitures au monde. Non, évidemment, je rigole, c'est une voiture de chez Renault. Et c'est une voiture un petit peu originale, c'est la Fluence, qui débute sa carrière en Turquie en 2009. Elle est basée sur la Mégane 3, mais beaucoup plus moche, je vous l'ai dit. En 2010, au Salon de l'Auto de Paris, Renault annonce le plan zéro émission et présente donc par la même occasion la Fluence Z. Fluence. Déjà, le nom de la voiture est très moche. Avec une autonomie annoncée de 185 km. Les batteries sont en location, c'est-à-dire qu'elles appartiennent toujours à Renault. Attention, on parle de voiture, ça fait 10 ans, 13 ans maintenant. La voiture vous coûte donc moins cher à l'achat et en cas de pépin, les batteries sont remplacées sans surcoût. Renault propose également le Quick Drop. Ce service consiste à remplacer sa batterie vide par une remplie en station-service en moins de 5 minutes, ce qui forcément évite les longues pauses pour recharger votre voiture. Très bonne idée sur le papier, d'accord? Mais on va voir que c'était que sur le papier. Les équipements proposés étaient très intéressants. Vous aviez accès à la climatisation ou au chauffage programmable, c'est-à-dire que vous pouviez allumer à distance le chauffage ou la climatisation. Comme ça, quand vous rentriez dans la voiture, vous aviez chaud ou froid. Les finitions sont très correctes, du même niveau qu'une Mégane 3. Si ce modèle est aujourd'hui oublié et même quasiment introuvable, c'est que forcément, ça a été un sacré échec commercial pour Renault. Est-ce que c'est une Mégane Tricore? Est-ce que c'est une Laguna low cost? Et évidemment, voiture électrique. On parle de voiture électrique il y a 13 ans. Il y a 13 ans, on n'en avait rien à carrer. Le premier frein a été sûrement à l'époque le prix. La Fluence démarrait à 25 900 €, soit près de 3 500 € de plus qu'une Mégane et 5 600 € de plus qu'une Fluence en 1,5 litre DCI 90. Et en plus de ça, il fallait ajouter l'abonnement aux batteries qui variait entre 83 et 148 € selon la durée de location et le kilométrage, comme sur les Zoé aujourd'hui. Alors vous allez me dire, 26 000 € pour une voiture électrique neuve, de nos jours, c'est pas cher. 26 000 €, c'est que dalle. Mais il faut se rappeler qu'il y a 12 ans, en prenant en compte l'inflation et le fait que pour le même prix, vous aviez une Mégane mieux équipée et avec une bien meilleure autonomie, évidemment, du coup, vous achetez une Mégane. Parce qu'en plus, il y a 12 ans, l'électrique, on n'en avait rien à faire. Donc du coup, forcément, c'était compliqué de vendre une voiture électrique avec seulement 180 km d'autonomie, alors que vous pouviez acheter une Mégane diesel et faire 1000 bornes. La Fluence avait pour vocation d'être une petite familiale économique. La blague, mais pour partir en vacances, avec 185 km d'autonomie, c'est mission impossible évidemment. D'autant que dans les faits, même en se privant de la clim et en éco-conduite, l'autonomie dépassait rarement les 140 km. 140 km pour faire un Paris-Marseille, c'est compliqué. Et surtout qu'à l'époque, en plus, il y avait encore moins de stations de recharge qu'aujourd'hui. Il faut bien penser à ça. Et d'ailleurs, au niveau du temps de recharge, comptez 6 à 8 heures en charge rapide et 10 à 12 heures en charge standard sur une prise domestique. C'est-à-dire que faire Paris-Marseille d'une seule traite, fallait une semaine. Parce qu'il fallait s'arrêter 12 heures toutes les 140 km. Un peu compliqué. C'est sûr que quand tu voulais vendre cette voiture-là chez Renault, à mon avis, les commerciaux, je peux dire qu'ils devaient être bons. Et je vous ai parlé d'ailleurs du service Quick Drop qui remplaçait votre batterie vide par une pleine en moins de 5 minutes. Eh bien, ce service n'a jamais été mis en place en France. Il fallait aller au Danemark, en Israël ou en Australie pour en profiter. Mais je vous l'ai dit, avec 6 heures de pause tous les 140 km, c'est pas gagné. C'est dommage parce que l'idée était bonne. L'idée était très bonne. On en parle d'ailleurs encore aujourd'hui. Sa production s'est arrêtée en 2014, soit 3 ans après son lancement. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les batteries de ces quelques Fluence Z vendues, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, sont en fin de vie et que Renault ne prend même plus la peine de remplacer les batteries lorsqu'elles sont HS, alors que c'était promis lors de l'achat. Merci Renault. Acheter une Fluence d'aujourd'hui, je vous le dis, c'est prendre le risque d'avoir une voiture en parfait état mécanique, inutilisable dans quelques années ou même
dans quelques mois. Pour les plus téméraires d'entre vous, hein, même pour les plus courageux, qui souhaitent tenter l'expérience Renault Fluence Z, elle est très difficile à trouver sur le Bon Coin. À l'heure où je vous parle, seuls 2 exemplaires sont disponibles sur le Bon Coin. L'une à 8 500 € pour 40 000 km et l'autre à 7 750 € pour 100 000 km. Autant vous dire que vous pouvez même l'acheter aujourd'hui, la garder dans un coin et ça se trouve dans 20 ans, ça vaudra de l'or. On continue avec la Bolloré Blue Car. Ça vous dit sûrement rien, mais pourtant vous en avez forcément déjà entendu parler et surtout déjà vu. La Blue Car était plus connue sous le nom d'Autolib à Paris, Blue Line à Lyon et Blue Club à Bordeaux. Commercialisée en 2013, elle est dessinée et produite par Pininfarina et disponible à l'achat pour 12 000 € et même 8 300 € en comptant le super bonus écologique de l'époque. C'est 7 500 € de moins qu'une Dacia Spring actuellement. La Blue Car se démarque de ses concurrents par sa technologie de batterie LMP, lithium métal polymère. Cette technologie a plusieurs avantages face aux batteries lithium-ion. Elle ne contient pas de métaux rares, nickel, cobalt, elle est donc bien moins chère et bien plus simple à produire. Elle est très résistante aux fortes chaleurs. Elle possède une meilleure densité énergétique. C'est-à-dire qu'à volume égal, une batterie LMP délivrera plus d'énergie qu'une batterie lithium-ion. Et elle est aussi plus facilement recyclable. Cependant, cette batterie présente également, évidemment, sinon elle ne serait pas dans les pires, un énorme inconvénient. Et c'est sûrement ce qui a limité les ventes aux particuliers. La technologie LMP impose à la batterie de se maintenir à une température de 60 degrés en permanence, même lorsque la voiture est stationnée. Cela implique donc une consommation d'énergie constante. Pas ouf pour une voiture écologique. Et donc de laisser la voiture branchée sur secteur lorsqu'elle n'est pas utilisée. Pour le service d'autopartage comme Autolib, ça pose pas de problème puisque les voitures étaient toujours branchées lorsqu'elles n'étaient pas utilisées. Mais pour vous et moi, qui n'avons pas forcément de parking privatif ou de garage, c'est tout de suite plus compliqué. Ah bah tiens. Très compliqué. C'est compliqué. Ah bah oui. On la laisser brancher tout le temps et ça coûte de l'argent. Et si on la laisse brancher tout le temps, c'est qu'elle consomme tout le temps. Autre gros souci, c'est la durée de vie de la batterie. Elle était donnée par le constructeur pour 200 000 km et Bolloré proposait même le remplacement gratuit à 400 000 km. Prenez pas beaucoup de risques, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont fait 400 000 km. Or, certaines batteries sont HS au bout de 3 ans seulement et leur remplacement est facturé 3 300 € chez le concessionnaire. L'autonomie annoncée est de 250 km. Évidemment, ce n'est pas la réalité. Même en éco-conduite, vous dépasserez difficilement les 150 km. Et enfin, le temps de recharge est atrocement long, comptez 4 heures pour 100 km d'autonomie. La Blue Car n'est d'ailleurs pas compatible avec toutes les bornes de recharge, ce qui forcément limite encore plus les possibilités. En termes de fiabilité, c'est pas terrible non plus. Des voyants qui s'allument de manière intempestive, des bugs électroniques et bien évidemment des batteries qui sont aujourd'hui en fin de vie et qui tombent complètement en ruine. Ne parlons même pas des garageabilités parce qu'il n'y en a quasiment plus. Plus personne ne veut toucher à ces voitures. La Blue Car a été déclinée en 2 autres modèles qui partagent les mêmes bases techniques. La Blue Summer et, plus surprenant, la Citroën Imeari. Ces 2 modèles très similaires sont avant tout destinés à la plage puisqu'elles disposent d'un hardtop escamotable manuellement. Des fois, on ne sait pas ce qui passe dans la tête des constructeurs. Ils te sortent des trucs, mais improbables. Et après, ils se disent « Oh, mais on ne gagne pas assez d'argent, on a fait un flop commercial, on a voulu tenter un truc. » Putain, mais les gars, il y a des trucs que vous tentez, c'est complètement débile. Certains propriétaires ont signalé que c'était un véritable enfer à enlever ou à remettre. Aujourd'hui, une société bretonne du nom d'Autopeuse propose des Blue Cars d'occasion, pour la plupart d'anciennes Autolib. Il faut avoir envie de s'asseoir dans du caca et dans du pipi, et de vivre dans une voiture remplie de particules de caca. Parce que les Autolib à Paris... pas ouf, C'est pire qu'un canapé que tu retrouves dans la rue et que tu mets chez toi. Dégueulasse. Génial. Ah, génial. Mais par contre, c'est pas cher. 4 990 €. Alors, cependant, à ce tarif, c'est un tarif unique que les modèles aient 20 000 km ou 180 000 km. La bonne blague. Le SAV n'est pas très efficace non plus. Je vous invite à consulter vous-même les avis. Si vous voulez en savoir plus, c'est pas terrible. Et c'est pareil, pour trouver un garage compétent là-dessus, c'est très compliqué. Autre modèle oublié de nos jours, mais c'est peut-être celle qu'on voit encore le plus, c'est le trio Peugeot Ion, Citroën C0 ou Mitsubishi i-MiE. L'histoire de ces bagnoles commence au Japon en 2006, lorsque Mitsubishi lance la Ai. Oui, on dit la Ai en japonais. Je parle japonais couramment. Pourquoi vous rigolez ? Moi, je parle chinois alors. Ah bah vous voyez. Elle rentre dans la catégorie des Kei-Car avec son 3 cylindres essence de 650 cm3 développant 64 chevaux. Ce n'est qu'en 2009 que la version électrique dénominée i-MiEV sort au Japon. Pas ouf le japonais là. Oui. Pas terrible.
Avec son pack de batterie de 16 kWh et son moteur de 67 chevaux, ça en fait une véritable petite voiture taillée pour la ville et pour les petits trajets du quotidien. Un an plus tard, en 2010, le groupe PSA s'allie avec Mitsubishi pour proposer donc le trio qu'on connaît. Il faut savoir qu'à cette époque, les voitures électriques étaient encore à leur balbutiement, je vous l'ai dit, en France. Malgré les tentatives peu convaincantes de PSA avec la 106 et la Saxo électrique, ou avant eux, de Renault avec la Clio 1 électrique. Mais ça, on va en reparler. D'ailleurs, en parlant de ça, vous avez vu le beau modèle électrique qu'on a là, 500 chevaux d'électricité thermique, ça envoie le pâté. Peugeot et Citroën sont donc les premiers constructeurs à proposer une voiture électrique aboutie dans l'Hexagone, avant même la Zoé. La triplette franco-nippone propose une architecture très intéressante puisque toute la partie motopropulseur se situe à l'arrière sous la banquette, ce qui libère énormément d'espace dans l'habitacle malgré un tout petit gabarit. L'absence de porte-à-faux à l'avant comme à l'arrière facilite grandement les manœuvres évidemment en ville, c'est le but d'une petite voiture, et son petit moteur électrique lui confère également une bonne accélération et de bonnes reprises en ville. C'est une voiture de ville. On devrait d'ailleurs faire des voitures électriques, des petites voitures. Petites voitures, petit poids, petite consommation, petite batterie, alors que là on fait des grosses voitures électriques avec des énormes batteries, et du coup, Petite consommation. Grosse consommation et petite autonomie. Pardon. C'est malheureux. Enfin, Tesla s'en sort bien. Par contre, Audi et Volkswagen, ils ont un petit peu plus de mal. Je vous le dis, ça va très très mal. Ça va très très mal dans l'industrie allemande automobile. Là, je vous dis que c'est fini. Ils sont en PLS. Plusieurs défauts sont malheureusement venus ternir cette petite auto à la bouille sympathique. 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 Moche, mais sympathique. On connaît tous quelqu'un qui est moche, mais qui est sympa. Regardez-vous. J'allais dire la même chose que vous. Mais déjà, je suis sympathique et vous aussi. C'est une bonne chose. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux être sympathique et moche que beau et un connard? C'est ce que je dis. Il vaut mieux être sympathique. Je veux savoir dans les commentaires ce que vous préférez. Non, je veux savoir dans les commentaires. Est-ce que vous êtes moche et sympathique ou beau et un connard? Ou alors si vous êtes beau et sympathique. Alors là, bon, la perle. La perle. Le gars. Putain, là, c'est la cerise sur le gâteau. C'est plus que ça, Bon bref. Le problème, c'est que la Ion, les trois triplettes là, sont plus hautes que larges. Donc c'est pas très rassurant, ni même joli d'ailleurs. Les finitions sont clairement pas au niveau des européennes, avec une quantité absurde de plastique dur de mauvaise qualité. Les équipements sont également très pauvres de série. Vous n'avez le droit qu'à l'autoradio, CD Bluetooth, la clim et les vitres électriques. Tout le reste est en option. Qu'est-ce qu'il y a d'autre en option là-dessus? Jean Talus peut-être? L'auto-ouvrant. Alors avec ce que je viens de vous annoncer, vous vous attendez à une auto petit budget, d'accord? Disons 15 000 balles, Vu la taille de la voiture, voilà, elle fait 150 km d'autonomie, petite caisse, plastique complètement pérave. Eh bien non, c'est pas 15 000 euros, c'est 35 350 euros à l'époque. Il y a 12 ans, imaginez-vous. C'est son prix de base à la sortie en 2010. Même avec l'aide de l'État de 5 000 euros déjà proposée à l'époque, cela reste plus cher qu'une Zoé en 2023. Autant vous dire que pour cette caisse, c'est très très cher payé. C'est même plus cher qu'une Dacia Spring aujourd'hui. Et pourtant la Dacia Spring, l'impression d'avoir une boîte à chaussures qui roule sur des toutes petites roulettes là. Cette voiture, elle est minuscule. Vous l'avez déjà vu sur la route? Quand tu la vois de derrière, toute petite, toute fine et puis toute haute. Mais bon, c'est pas cher et c'est une voiture électrique, c'est bien. Je sais pas si c'est bien les voitures électriques, mais bon, on n'est pas là pour On n'est pas là pour ça. Pas de complot ici, Bastien, ok? Vous êtes complotiste? Oui. Non, pas du tout. Le comportement routier a de quoi rebuter certains acheteurs potentiels aussi, évidemment, parce que comme elle est plus haute que large, quand tu te fais doubler par un camion, t'as peur de t'envoler. On en voit beaucoup d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué qu'on en voit encore ces caisses-là. Tout petit pot d'or, tout moche là. En termes de confort, évidemment, c'est très médiocre également. Isolation phonique quasi inexistante, une direction assistée trop floue et des mouvements de caisse hasardeux, ça je vous l'ai dit. Heureusement, la fiabilité est au rendez-vous, que ce soit au niveau du groupe motopropulseur, comme de l'électronique et des équipements. Évidemment, fiabilité japonaise oblige. L'autonomie est très correcte, sans être exceptionnelle. Sur le papier, elle est annoncée à 150 km d'autonomie. Vous pourrez sans souci vous approcher des 140 km. Dans des conditions évidemment idéales, avec une conduite souple, forcément. En hiver, la Ion parcourt 100 km, sans trop de problèmes, même avec le chauffage. C'est à cause de ça que vous ferez moins de kilomètres. La recharge complète sur une prise domestique s'effectue entre 7 et 8 heures, mais le trio propose de série la recharge rapide sur une prise triphasée qui vous permettra de recharger 80% en 30 minutes, ce qui est très compétitif aujourd'hui encore.
Ces 3 autos resteront tout de même au catalogue de leurs constructeurs respectifs jusqu'en 2020. Ce qui les fait autant perdurer, c'est leur tarif qui, heureusement, n'a fait que chuter d'année en année. Peugeot bradait même les derniers exemplaires restants en proposant un vélo électrique en cadeau. Vélo électrique, friteuse, voilà, c'était cadeau. Prenez-la, on n'en veut plus, prenez-les. Et en vrai, quand on y réfléchit bien, une petite voiture comme ça, pour la ville, jeune conducteur, dans une grande ville, un jeune conducteur, hein, qu'est-ce que t'en penses? 150 km d'autonomie, si tu as besoin d'aller prendre la nationale ou autre, tu as 150 km d'autonomie. Si vraiment que tu fais que de la ville. Ouais, voilà, un lycéen ou un truc comme ça, tu vois. Bon, lycéen, t'as pas 18 ans encore, mais... Ouais, ça dépend si t'as redoublé. Ouais, si t'as redoublé 12 fois, c'est bon. Même un collégien, à la limite. Même en primaire. Hein. On peut trouver pas mal d'exemplaires à partir de 5 000 € avec des kilométrages très faibles, généralement entre 50 et 80 000 km. Alors, on passe maintenant à vraiment du très très vieux. Hein. C'est des modèles qu'on a retrouvés en moins 2000 avant Jésus-Christ dans les pyramides d'Égypte, hein, dans les couloirs qu'on n'avait pas encore trouvés. La Peugeot 106 électrique, la Citroën AX et la Saxo électrique, Bastien. Saxo électrique, vous vous rendez compte? C'est magnifique. Ouais, la même que la mienne. Exactement. À vous, c'est une Renault Saxo, elle est spéciale. Oui, c'est vrai. Donc, peu de personnes le savent, mais le groupe PSA s'est essayé à l'électrique dès les années 90. D'abord avec la Citroën AX, puis le duo 106 et Saxo. Mon père avait une AX. Mais tout le monde a eu une AX. Moi, j'avais un copain au lycée, il avait une AX. Et il avait mis un sub derrière en bois, et il ne pouvait pas fermer le coffre. Ah, sympa. Mais il avait un sub dans son coffre. Donc, moi, celle de mon père était rouge. Ah oui, elle était blanche. C'était une mini Ferrari. Oh, une mini Ferrari. Vous vous emballez? Calmez-vous, Bastien. C'est en 93 qu'un accord est signé entre PSA et la commune de La Rochelle pour effectuer un test grandeur nature avec 30 particuliers sélectionnés. Attention, waouh, bravo, vous avez gagné. Côté design, ça reste identique au thermique. Seul signe distinctif, évidemment, la petite trappe sur l'aile avant droite qui cache la prise de recharge, évidemment. En termes de comportement routier, c'est plutôt pas mal. Malgré les 300 kg pris sur la balance, le dynamisme reste au rendez-vous grâce aux suspensions retravaillées pour évidemment s'adapter au poids. C'est également très fiable, que ce soit du côté de la batterie ou du moteur. Aucune faiblesse n'est à déplorer. Incroyable. Côté technique, ce sont les tout débuts de la technologie électrique de grande série entre guillemets. Le moteur électrique de ces 3 modèles développe la puissance incroyable, tenez-vous bien Bastien, 27 chevaux. Oui monsieur, 27 chevaux. Et tenez-vous bien, le 0 à 50 km/h, à 50 j'ai dit, hein, parce qu'elle ne va pas jusqu'à 100 km/h, donc on ne pourrait pas le faire, est abattu en 8 secondes 3. Ça peut paraître pas mal sur un 0 à 100, mais sur un 0 à 50, c'est pas ouf. Comme vous vous en doutez, ces autos sont exclusivement réservées à un usage urbain. D'autant que je vous l'ai dit, la vitesse plafonne à 90 km/h, tandis que l'autonomie ne dépasse pas non plus les 90 km. Il faut dire qu'avec quasiment 1100 kg à vide, on ne peut pas faire de miracle. Petite particularité de ces voitures, elles sont pourvues d'un réservoir d'essence d'environ 12 litres pour alimenter un petit moteur thermique qui permet de faire fonctionner le chauffage. Cela permet évidemment de ne pas décharger les batteries. Celle-ci se recharge totalement en 8 heures sur une prise domestique et en 32 minutes en charge rapide sur une borne spéciale. Ce qui est quand même très rapide. L'AX, la Saxo et la 106 électrique seront des petits échecs commerciaux évidemment, même s'il s'en est tout de même vendu 6500 exemplaires au total. Si parmi vous, quelqu'un en a une, mettez-le en commentaire. Ces modèles ont été toutefois très peu rentables pour PSA puisqu'ils étaient très coûteux à produire. Le prix de vente était 50% plus élevé que les modèles thermiques de gamme équivalente. Alors vous imaginez bien qu'en 90, mais l'électrique, c'était un peu comme dans les années 2000, quand on allait passer les 2000, pour nos parents qui étaient nés en 1950, c'était les voitures volantes, quoi, tu vois. Hein, c'était pareil. Il fallait également ajouter la location de la batterie qui s'élevait à 800 francs à l'époque, soit près de 200 balles aujourd'hui. L'entretien était également assez compliqué. Hein. Vous imaginez, il y a 20 ans ou 30 ans, tu allais dans un garage, je dis j'ai une voiture électrique, le gars il te regardait. Hein? Pardon? Je connais un électricien là, Marcel au coin là-bas si vous voulez. À part quelques collectivités ainsi que La Poste ou EDF, ces petites voitures électriques évidemment ne trouveront pas leur public, hein, faute à des prestations bien trop limitées, évidemment dues à leur âge. Hein. Mais la ville de La Rochelle fut toutefois pionnière dans la gamme de l'autopartage, puisqu'elle s'équipe de toutes les infrastructures nécessaires, bornes de recharge, système de carte magnétique et une flotte de 50 Saxo et 106 électriques. Tout ça 12 ans avant l'Autolib. Alors évidemment, si vous en cherchez une, pourquoi pas, vous allez avoir du mal à en trouver, hein. Ça vaut entre 7 et 13 000 € encore, mais pourquoi? Parce que maintenant c'est des réels collectors, donc si vous en trouvez une pas chère, allez-y, achetez-la et gardez-la. On a donc listé les pires voitures électriques jamais produites, d'accord? Alors vous l'avez remarqué, ce sont des modèles en règle générale qui sont en dessous de 2010. Pourquoi je vous ai fait ce petit listing? C'est pour ceux qui n'ont pas un gros budget, ne pas passer
à l'électrique en achetant ce type de véhicule, parce que vous allez au-delà de nombreux problèmes, évidemment. Alors pour finir, pour ceux et celles qui souhaitent sauter le pas de l'électrique, je vais maintenant vous donner quelques conseils pour bien acheter la voiture de vos rêves. D'abord, on vérifie l'état de la batterie. Au même titre qu'un moteur thermique ou que de ses périphériques, une batterie va forcément s'user au fil du temps et des recharges. Il est donc très important de connaître l'état de santé de votre batterie, aussi appelé SOH pour State of Health, comme sur les téléphones. Malheureusement, cette information est assez difficile à obtenir, d'accord ? Seul Renault et PSA s'engagent à la fournir à l'achat d'une voiture d'occasion. Si vous parvenez à l'obtenir, évitez n'importe quel modèle dont la batterie est à moins de 75% de ses capacités. Ça signifie qu'elle est en fin de vie et qu'elle va bientôt mourir. Sous peu, incessamment sous peu, elle va vous lâcher. Sachant que le remplacement d'une batterie peut coûter jusqu'à 17 000 €. Vous ne rêvez pas? J'ai bien dit 17 000 €. C'est le tarif d'un remplacement de batterie sur une C0. Donc, vaut mieux être sûr de son coût. Évitez également les modèles d'avant 2013, dont la batterie n'a jamais été remplacée. On estime la durée de vie d'une batterie à 10 ans environ, peu importe le kilométrage. Et ça peut être même encore moins selon l'utilisation, évidemment. On vérifie évidemment le carnet d'entretien. Beaucoup pensent qu'une voiture électrique n'a pas besoin d'entretien, mais c'est évidemment faux. Même s'il n'y a pas de vidange ou pas de distribution à effectuer, une voiture électrique aura toujours des révisions périodiques, notamment le contrôle de la batterie, de l'électronique de commande, du moteur électrique ou encore des freins. Certaines voitures électriques sont même équipées d'un système de refroidissement à eau. Bref, il ne faut vraiment pas négliger l'entretien lorsque vous achetez une voiture électrique d'occasion. On ne néglige pas non plus les options. Eh oui, les options peuvent être très nombreuses sur une voiture électrique et certaines peuvent être très importantes. La Zoé par exemple proposait la recharge rapide en option. D'autres modèles avaient les sièges chauffants ventilés ou le volant chauffant en option. Cela peut paraître anodin, mais les sièges chauffants vous permettent de ne pas utiliser trop de chauffage en hiver et donc de décharger moins vite la batterie. Choisir évidemment un modèle avec une motorisation adaptée à vos besoins. Comme quand vous avez choisi un essence ou un diesel pour une voiture thermique, il est important de choisir une voiture thermique adaptée à ses besoins. Si vous faites 5000 km par an à Paris, il est inutile d'acheter une Tesla Model S, évidemment. Tout comme il serait insensé d'acheter une Dacia Spring pour faire 20 000 km d'autoroute. Alors oui, c'est extrême, mais vous avez compris l'idée. Entre une Zoé 92 chevaux et 108 chevaux, vous aurez en général un écart de 1000 €. À vous de voir si vous avez besoin de plus de puissance et d'autonomie ou pas, et si vous avez les 1000 € supplémentaires. En tout cas, maintenant vous êtes paré pour acheter la voiture électrique de vos rêves et surtout, éviter celle de vos pires cauchemars. Vous mettez évidemment en commentaire, vous partagez la vidéo, vous vous abonnez si vous n'êtes pas abonné et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.